Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui porte sur des ouvrages pédagogiques ou didactiques qui nous ont marqués. Aujourd'hui au programme, Jean-Pierre Astolfi avec l'erreur, un outil pour enseigner. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1997. J'ai entre mes mains l'édition de 2006, c'est la 7e édition. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir pourquoi il est important de relire Jean-Pierre Astolfi et en particulier cet ouvrage. Chers collègues, tout d'abord, si comme moi tu es enseignant, eh bien Jean-Pierre Astolfi va mettre le doigt sur un petit défaut que nous avons presque tous, c'est-à-dire de parler de faute et non pas d'erreur. Et le statut même de l'erreur est expliqué dès la page 13. Il y a effectivement une idée différente de comment traiter les erreurs en classe pour justement mieux enseigner. Et plutôt que de les voir comme des fautes irréparables, eh bien l'enseignant devrait faire le pas et véritablement faire de l'évaluation formative et considérer l'erreur comme une chance pour avancer. Alors, chers collègues, si vous êtes stagiaire ou enseignant débutant ou que même vous ayez pas mal d'expérience mais que vous n'êtes jamais vraiment intéressé à la théorie, je vous dis tout de suite, les premières 56 pages sont complexes, mais attention, j'adore ce passage, puisque Astolfi pointe le doigt sur le paradoxe de la formation. Parce que souvent en formation, les enseignants exigent beaucoup de pratique, pourtant, lorsqu'ils sont en classe, ils n'hésitent pas à proposer beaucoup de théorie. Et il pointe du doigt et il dit attention, si vous voulez vous former, il faut passer par la théorie. Néanmoins, les premières 56 pages posent la base théorique de cet ouvrage. Et pour bien comprendre ces parties-là, il faut avoir en tête les grands courants pédagogiques, les grandes notions de l'évaluation, évaluation formative, certificative, formatrice, des notions que j'attribuerais au domaine de la différenciation pédagogique comme les préacquis et les prérequis. Mais une fois qu'on a ces bases-là, je pense que la théorie se comprend aisément. Néanmoins, la véritable force du manuel réside dans, à mon avis, dans cette typologie des erreurs des élèves. Alors après une annonce aussi fracassante que ça, il faut quand même que je donne des exemples. Alors, tout d'abord, cela est important parce que suite à cette prise de conscience de la typologie, par exemple les erreurs plurielles et les erreurs issues de la mauvaise compréhension d'une consigne, les erreurs qui sont liées à l'apprentissage, au mauvais apprentissage, les habitudes scolaires et le mauvais décodage, et ainsi de suite, la fatigue et tous ces éléments qui viennent, l'enseignant se rend bien compte qu'il n'y a pas une erreur ou une cause qui produit l'erreur, mais il y en a plusieurs. Une fois qu'on a compris cela, il importe pour nous d'aller comprendre avec l'élève ce qui a causé l'erreur. Et c'est ainsi, je pense, que cet ouvrage fait de nous des meilleurs enseignants. Puisque si nous comprenons l'origine même de l'erreur de l'élève, il devient pour nous beaucoup plus simple d'éradiquer ces erreurs ou de donner un véritable commentaire formatif à l'élève qui lui permettra effectivement de ne pas répéter l'erreur à l'infini. Mais la typologie des erreurs n'est pas tout, évidemment. Il y a d'autres points ici qui sont très intéressants. Un des points qui m'a personnellement permis de nouveau cogiter sur ma manière d'enseigner porte justement sur les consignes. En s'inspirant de Jean-Michel Zakhartchouk, Astolfi propose ici quelques exercices que l'on pourrait faire ensemble avec ses apprenants pour que justement ils puissent mieux comprendre et mieux s'inspirer de leurs consignes. Exemple, analyser les pièges fréquents dans les consignes, examiner les rapports entre les exercices et la leçon précédente, multiplier les consignes, analyser, critiquer et reformuler des consignes, traduire,
des consignes injonctives, etc., etc. Comme vous voyez, il y a pas mal d'exercices que l'on peut faire avec les élèves parce que une des erreurs, peut-être une des erreurs principales des élèves, c'est de mal comprendre la consigne et par conséquent ne pas réussir l'exercice, mais ce ne veut pas forcément dire que les élèves n'ont pas compris la notion ou le fait qui était en question. Et donc il me semble aujourd'hui d'autant plus important de revenir vers ces habitudes-là et ces rituels en classe, surtout lorsque vous travaillez avec des jeunes apprenants. Cet ouvrage ne porte pas seulement sur des questions d'évaluation ou sur les erreurs. D'ailleurs, le titre le dit d'une certaine manière. C'est pour ça que vers la fin, disons les 20-30 dernières pages, mis à part le fait qu'il y a beaucoup d'exemples, on trouve également de très pertinentes réflexions sur pas mal de points. Autour de la page 73 et 74, si cela vous intéresse, quelques idées pour vérifier les apprentissages, ou si les apprentissages ont eu bel et bien lieu. Autour des pages 84 et 86, quelques réflexions autour de la mémoire de travail, la mémoire à long terme, à court terme, et surtout pour les enseignants de langue, la question de l'enseignement du vocabulaire et de la quantité de mots que l'on donne au cours d'une année à nos élèves. Plus intéressant encore, à mon avis, autour de presque la page 90, toute une réflexion sur le transfert. La question est traitée de manière très intéressante, puisqu'on y a tout d'abord une réflexion en faveur du transfert et puis une contre le transfert, et on se retrouve une espèce de dialectique, mais qui n'est pas véritablement une dialectique, mais vraiment une prise de conscience personnelle où l'on peut justement décider si oui ou non on se situe plutôt en faveur ou non du transfert. Voilà, c'est donc cet ouvrage que je vous conseille de lire, aussi parce qu'il reprend certains stéréotypes comme l'idée du niveau qui baisserait et essaie de montrer de manière claire que ce n'est pas cela qui est en jeu véritablement à l'école et qu'il importe pour chaque pédagogue de devenir un véritable praticien réflexif, non seulement au niveau de l'évaluation, mais également au niveau des outils qu'il peut utiliser et des outils que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Parmi ces outils, il y a l'erreur. Je vous dis merci d'avoir regardé cette capsule. N'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires si cela vous intéresse ou si vous avez une remarque à faire. Et puis, surtout pour ma part, je peux vous dire bonne lecture et à bientôt.